Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le dimanche 1er décembre 2024 à Santa Monica, il est midi 21 et je me suis dit que j'allais faire peut-être une vidéo sur mon art et ma créativité et d'où ça vient. J'avais, dès l'enfance, j'ai eu comme l'impression que pour me réfugier de certaines souffrances, j'avais pour moi mon imaginaire, mon esprit et ma créativité. Et c'est génial, autour de moi il y a 1 million d'enfants qui hurlent. Et c'est comme si pour survivre certains événements très douloureux psychologiquement, physiquement, j'avais besoin de me réfugier dans des univers narratifs, visuels. C'est pour ça que depuis très jeune, je suis fan des mangas, des univers ultra épiques qui se passent dans l'espace ou sur Terre. Et naturellement, tous les univers de l'époque, les Goldorak, les Albator, Capitaine Flamme, tout ça, ça me sauvait de mon enfance, que ce soit chez mes parents ou que ce soit quand c'était à l'école. J'avais l'impression que je vivais plus dans ces univers-là que réellement au sein de ma famille. Et petit à petit, je crois, ou ça a toujours peut-être été le cas, c'est ma créativité, mon imaginaire a été mon moyen de survivre. Et donc à chaque fois que je traverse des épreuves émotionnelles, des grandes souffrances, j'ai mon imaginaire, ma créativité qui se démultiplie. Et que d'une certaine manière, mes épreuves ou mes souffrances me permettent d'avoir accès aussi aux souffrances des autres et donc d'imaginer ce que peuvent bien vivre d'autres personnes dans des cas difficiles. Et quand j'étais petit, je me rappelle très bien, j'aimais tellement mon père qu'un jour j'ai pris une feuille de papier et j'ai dessiné ses jambes avec des poils. Et je lui ai montré, je dessinais les jambes de papa. Et c'était... et donc, j'ai grandi en ayant un imaginaire hyper développé qui m'a servi plus tard, après avoir quitté ma famille, pour aussi survivre émotionnellement. Et donc, par exemple, mon art ou ma créativité s'exprime de manière assez aléatoire autour d'une période difficile, par exemple, lorsque je sais que la relation dans laquelle je suis ne fonctionne pas et qu'il y a très peu de chances qu'il y ait de l'espoir qu'elle fonctionne, je vais avoir un tas d'idées ou bien j'ai une situation difficile, je vais me mettre à faire des rêves complètement hallucinants. Et aujourd'hui, je voulais partager peut-être deux idées que j'ai eues pour faire des films et qui ont leur source dans ma douleur et
mes cauchemars, on va dire. Et il y a eu donc un phénomène, je crois, entre 5 et 8 ans avant mon divorce. Je sentais que ma relation était difficile, qu'il fallait tenir, mais je ne voyais pas du tout quelle serait l'issue. Je perdais espoir petit à petit. Et à ce moment-là, je me suis mis à me réveiller tous les matins, régulièrement tous les matins très tôt, et à commencer à écrire des concepts, des idées. J'ai eu un flot d'idées qui m'est arrivé. J'ai pu écrire à peu près une centaine d'idées que je vais essayer de produire dès que j'ai les ressources. Certaines seront produites avec les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. Mais durant cette période, quelques années avant le divorce, j'ai eu un rêve. Je ne sais pas trop si c'était un rêve ou un cauchemar. C'était un mélange. Et j'ai toujours eu du mal à interpréter ce qu'il voulait dire. Mais en tout cas, il m'a permis d'avoir l'idée d'un long métrage. Et le rêve que j'ai eu, c'était un rêve vraiment étrange. Donc, dans ce rêve, je me suis retrouvé entouré d'amis. Donc ça se passait la nuit dans une ruelle qui ressemblait un peu à Prague, mais défoncée avec les façades, les belles façades de Prague, mais fissurées, craquelées. C'était en pleine nuit avec la lune bien ronde, blanche qui éclairait, et il n'y avait plus de lumière artificielle. Et j'étais avec 4-5 amis. J'avais l'impression qu'on était un peu les Goonies. Et je crois que dans mon rêve, je devais avoir peut-être 14-15 ans. Et ce que j'ai remarqué en regardant sur moi, c'est qu'on était extrêmement pauvres. La plupart d'entre nous n'avions pas de chaussures et on était en guenilles. Et moi, j'étais un adolescent blond. Donc ça m'a surpris. Et on se balade et on se marre avec mes potes. Et on continue dans ce chemin avec des, comment on appelle ça, au sol, des cobblestones, bref. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et j'avance avec mes potes et je continue dans cette ruelle. Et au bout de cette ruelle, au loin, je vois le ciel rougeoyer. Donc il y a des moments, il y a des grandes lumières dans le ciel. Et je suis là avec mes potes. Et j'avance. Donc on doit être entre 14 et 17, 18 ans d'âge. Et on avance, tout le monde est mort de rire. Et moi, en m'en rapprochant, je réalise qu'en fait, au bout, c'est un champ de bataille, un champ de guerre. Et qu'il y a deux armées qui s'affrontent. Donc moi j'essaie de piger ce qui se passe. Apparemment tous mes potes savaient ce qui se passait. Et on arrive là-bas et aucun d'entre nous n'avions peur. Pourtant ça explosait de partout et plus on se rapprochait, plus on entendait le bruit d'explosion. Et là on entre dans cette arène de guerre et il y a des tanks géants, des tanks de la taille d'un immeuble. Genre des tanks 4 fois plus grands que les tanks normaux. Et on voit une rébellion en train de tirer dans tous les sens, ça explosait de partout. Et là, je vois mes potes en train de courir et tout le monde se marre, s'accroche sur des tanks, sur des véhicules. Et là, j'y vais, moi aussi, je fais ce que apparemment j'ai l'habitude de faire. Et là, j'y vais avec un pote et on grimpe sur un des tanks. C'est comme si on avait de grandes capacités de parcours et on se met à grimper. Le tank était grand, donc énorme, donc pour se grimper, tu avais l'impression qu'on était en train de grimper un building. Et puis en face, il y avait un autre tank qui était en train de tirer dans une autre direction. Et nous, on rentre dans le canon, mon pote et moi. Le canon était tellement grand qu'on pouvait se mettre à deux, l'un à côté de l'autre. Et j'ai mon pote qui a un sac à dos. Je lui tends la main et il sort du sac à dos 2 grenades qui me balancent.
je prends les grenades, je les dégoupille les deux, je les balance au fond, on sort du tank, le tank en face nous voit, essaie de tirer maladroitement à côté, tout est tellement démesuré que ça n'a aucun effet sur nous, mais ça explose quand même, donc on a des débris et nous on est morts de rire, ces gens. Et là je réalise qu'en fait ce champ de bataille est notre terrain de jeu. Et on est là en train de se marrer, et là au moment où on quitte le tank, on va au loin, on sait que les grenades vont exploser. Et là je vois le tank qu'on a ciblé exploser au ralenti. Et puis ça cut, on se retrouve à retourner dans cette rue au look de Prague avec ses belles façades. Et on s'est bien marré, c'est comme si on avait fait 2 heures de jeu et on est là en train de blaguer et tout pendant que l'affrontement continue derrière. Et à ce moment-là, moi je suis dans mes pensées et je vois mes potes partir au loin. Et là je suis là dans mes pensées comme d'habitude, introspection, tout ça, même dans mon cauchemar, dans mon rêve. Et puis là je sens un vent arriver, frais, je comprends pas ce que c'est, je sens qu'il y a une présence près de moi invisible et je ne sais pas ce que c'est. Et là j'ai une grande peur, je suis terrifié et je sens quelque chose qui passe à côté de moi. Et je regarde au sol et je vois des empreintes de pieds ensanglantés qui apparaissent, genre énormes. Et je réalise qu'il y a un géant qui passe à côté de moi et je sens sa présence. Et là je sens une terreur en moi, un truc terrifiant, et je me réveille. Donc ça c'était le rêve que j'ai fait à l'époque. Ah mince, alors je pense aux parents qui... ils ont abandonné l'enfant à ses souffrances. Et donc ça m'a donné après l'idée d'un long métrage où en fait je raconte que j'ai intitulé Force of Nature. Et donc dans le film, je raconte une histoire d'amour entre le héros, qui est la personne que j'incarne dans mon rêve, et une personne qui aide la rébellion, qui aide le chef de la rébellion, qui est la fille du chef de la rébellion, et qui est et la nuit, lorsqu'elle s'endort, fait des rêves et invoque la créature qui vient aider son père dans le champ de bataille. Donc en fait le géant que j'ai eu dans mon rêve, c'était les secours, des ressources supplémentaires pour la rébellion, pour lutter contre un tyran. Et donc il y a une séquence iconique dans le film, c'est qu'à un moment donné le tyran emprisonne le héros et la fille du chef de la rébellion, et il les place sur un peloton d'exécution pour faire exemple. Et donc il a toute son armée, un certain nombre, une vingtaine, une trentaine de soldats avec des armes toutes différentes, et il donne le signal pour tuer pour faire un exemple, donc pour exécuter le héros et la fille du chef de la rébellion. Et il faut savoir que la créature dont je parle, c'est un géant invisible que tu vois jamais dans le film. Et là, il y a donc le héros qui dit à la fille, mais vas-y, appelle-le, on va mourir et tout. Et elle hurle, elle dit, mais je peux uniquement l'appeler quand je dors, quand je rêve. Et donc là, ils sont foutus. Et là, on voit le signal, et là, on voit le peloton d'exécution tirer, et on voit des grenades, des balles arriver presque synchro. Et au moment où ça s'approche, on les voit toutes se ralentir, un peu comme dans Matrix. Et on les voit toutes exploser une à une, créer énormément de fumée. Et là, on voit, pour la première fois et la dernière fois, le visage du géant qui a été présent dans tout le film et qui sauve les deux avant de disparaître. Donc ça, c'était voilà. Donc ça, c'était une idée que j'ai eue grâce à un rêve cauchemar. Et après, la vie faisant, petit à petit, quand j'ai commencé à comprendre ma situation avec mon père, quand je l'ai rejeté, quand je l'ai abandonné,
j'ai commencé petit à petit avec les années à comprendre que j'avais été endormi, manipulé par ma mère pour le haïr. Et petit à petit, en voyant mon fils grandir et tout, j'ai commencé à avoir une inspiration vers cette sorte de trinité entre le grand-père, le fils et le fils ou la fille, une sorte de triangle. Et ça a commencé à inspirer un certain nombre de mes œuvres. Et ça a été un thème ultra puissant que j'exploite dans au moins une vingtaine de mes histoires et films. Et lorsqu'il y a 6 ans, mes enfants m'ont rejeté, toute ma créativité a commencé à s'agglutiner autour du thème de la filiation, parce que j'ai vraiment vécu toutes ces souffrances comme une sorte de malédiction qui venait de mon enfance. Une malédiction qui pour moi, à la source, venait de la dynamique entre mes parents, le bordel que c'était entre eux, et qui, à cause de mon inconscience, de mon enchevêtrement psychologique avec ma mère, j'étais complètement une marionnette. Et j'ai pris j'ai décidé de rejeter mon père et je l'ai vécu vraiment. Je ne pensais pas à l'époque que les décisions que l'on prend dans la vie, quelles qu'elles soient, voire même les non-décisions, avaient un prix. Et que les factures, tu les reçois plus tard. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à comprendre ma peine, mes regrets vis-à-vis de mon père. En plus je mûrissais, plus je comprenais un peu mieux les difficultés qu'il peut y avoir entre un homme et une femme dans les relations, plus je commençais à comprendre. Et l'ironie, c'est que en fait, tout le mal que j'ai fait à mon père, c'est comme si le karma ou la vie me le renvoyait. Et donc, je pense vraiment que j'ai une sorte de regret, d'amertume, de me dire que les choses que l'on fait parfois dans la vie, même pour survivre, même en pensant que ce sont des bonnes choses, en fait c'est presque des prêts que l'on prend avec des intérêts surdimensionnés, et qu'en pensant bien faire ou en fuyant une situation, en fait on ne fait que aggraver la situation, et après on reçoit toutes les factures en même temps. Et aujourd'hui, je vis vraiment avec une grande amertume, une grande tristesse, la violence que j'ai déployée contre mon père en pensant que c'est tout ce qu'il méritait. Je l'avais vraiment vécu que je me suis comporté comme un monstre vis-à-vis de lui, et que j'ai en gros causé un sacrilège qui se manifeste, qui s'est manifesté de manière insidieuse après, comme si en fait mes parents, la dynamique entre eux et la psychologie de ma mère avaient créé cette malédiction. Et donc ça a été une des sources de mon inspiration pour un certain nombre de mes films, et ma fascination pour tout ce qui est, tout ce qui converge dans cette vie, comme la philosophie, la politique, les différents alignements et la nature humaine. Et donc j'ai eu cette idée là, c'est la deuxième histoire que j'ai eue il y a 1 an ou 2. À force de peine et de souffrance, en pensant à mes enfants, et en voyant l'état du monde, de la société, les différentes idéologies, le bordel que c'est, entre le manque de valeur, la destruction de plein de choses qui s'alignent avec la destruction d'un ancien monde un peu plus basé sur la patriarchie. J'ai eu cette idée où j'ai imaginé un monde qui serait après la Troisième Guerre mondiale, donc une guerre nucléaire, où la descendance des 0,1% de l'élite actuelle vit
comment on appelle ça, en atmosphère, j'ai oublié le nom scientifique, qui a créé une sorte de base qui est en orbite autour de la Terre. Et en fait, la Terre est devenue un truc quasiment invivable avec des taux de radiation hallucinants. Mais il y a toujours une société avec une technologie amoindrie. C'est une forme de régression de civilisation. Et tout ce qu'on a vu ces dernières années dans ce monde, dans le monde que j'ai décrit, est démultiplié. Donc en fait, c'est un monde où les jeunes hommes, les jeunes fils et les femmes, les mères et les jeunes femmes ont décidé de s'allier pour s'opposer aux hommes de plus de 50 ans. Et c'est avec un désir de construire une nouvelle civilisation sur des valeurs entre guillemets woke. Je fais vite, dans le film je ne parle pas de wokisme. En gros, les fils qui ont entre les jeunes fils et jusqu'à 25 ans ont décidé que ça suffisait, la connerie, que le monde allait mal à cause des hommes et de la patriarchie. Et donc les femmes et leurs fils s'associent pour s'opposer à l'autorité du père, à la patriarchie, qui est donc l'autre camp. En face, on a des hommes de 45, 50 ans jusqu'à 80, 90 ans et qui vivent en tribu. Et il y a une séparation entre ces deux mondes. Et le héros, c'est un homme de 55 ans et qui a une tribu de 13 personnes qui ont différents âges, entre 45 et 80 ans. Et ils sont tous bourrus d'expérience, de sagesse. Et donc, tu as plusieurs tribus comme ça de personnes âgées, d'hommes. Et la nuit, tu as des tribus donc de jeunes hommes hyper entraînés physiquement, qui font différents combats et qui est hyper agile. Et donc il y a vraiment une caricature du conflit entre le monde moderne et une ancienne patriarchie considérée comme archaïque. Et la nuit, tu as des moments, des batailles, des rangées de batailles entre les jeunes fils et les pères. Et donc ils s'entretuent, c'est ultra violent. Les jeunes ont l'avantage du physique, donc ils sont beaucoup plus résilients, endurants, et les pères ont des capacités liées à la sagesse, à l'expérience, et donc ça s'entretue la nuit en général, et sur Terre tu as ces conflits. Et il y a des moments dans le film que j'ai écrit, il y a des moments où la nuit, les pères, la tribu du héros, il y a un moment donné où ils sont autour d'un feu, et donc ils ont des peaux de bêtes parce que voilà, il y a vraiment eu une sorte de rétrogradation. En fait, l'univers que je décris ressemblerait un peu à une sorte de Mad Max, et avec des zones de radiation sur Terre. Et donc, à un moment donné, dans la tribu, là, il y a le héros qui a 55 ans, qui est le chef de la tribu, et tu as les autres, et ils ont une conversation, et ils discutent au sujet de l'ancien monde, et à un moment donné, il y en a un qui parle et qui pose la question à un autre, il dit « Toi, ce serait quoi le pire qui pourrait t'arriver ?» Et il dit le pire, ce serait de rencontrer sur le champ de bataille et de me retrouver face à face avec mon fils, et de savoir est-ce que j'accepte de mourir ou je l'exécute. Et donc ils ont ce genre de débat la nuit et tout. Et il faut savoir que l'élite qui est dans cette station orbitale surveille de temps en temps ce qui se passe sur Terre avec des armées de drones, avec une technologie d'AI hyper avancée qui leur permet de détecter des éléments de vie ou des éléments subversifs. Voilà, donc, et
Et ce qui est fascinant, c'est que en parallèle, le fils du chef, il a à peu près 25 ans, et ça fait, je sais pas moi, peut-être 10 ans qu'il a rejeté son père, et il est donc avec une jeune femme, et ils ont une fille qui a à peu près 8 ans. Et malheureusement, à cause du manque de technologie, à cause de la situation sur Terre, la fille développe un cancer à cause des radiations. Et donc il réalise que la fille a très peu de chances de s'en sortir et que les seuls moyens de la sauver se trouvent, la technologie pour ça se trouve dans la station orbitale. Et là, le fils qui a 25 ans se rend compte que le seul moyen de sauver sa fille, c'est d'aller dans cette station, et que le seul moyen d'y arriver, d'augmenter ses chances, c'est de s'associer avec son père, avec la tribu. Et donc voilà, et le chef de la tribu n'a jamais vu sa petite fille. Il n'est même pas au courant qu'elle existe. Et donc il y a vraiment des moments poignants où en fait les jeunes hommes, par l'intermédiaire du fils du héros, va devoir s'allier avec son pire ennemi qui est son père, afin d'avoir l'espoir de sauver sa fille. Et donc à un moment donné, je décris une séquence où en fait, après que la tribu ait décidé d'accompagner le chef de la tribu, le héros, alors que c'est une mission qui a quasiment aucune chance de réussir. Et il y a donc ce moment cinématographique puissant où en fait la tribu décide d'aider le chef pour escorter lui et sa petite fille vers la station spatiale orbitale. Et donc il y a ce moment où en fait le fils ramène la fille, et la fille n'est pas au courant que c'est son grand-père, on ne lui a jamais dit. Et elle est malade, et le héros, le chef de la tribu, il a un côté Mad Max, donc en plus de son accoutrement, il a une peau de bête géante sur lui. On ne sait pas ce que c'est un ours ou un truc. Et donc elle lui ramène, le chef de la tribu a pour charge de protéger la fille, sa petite fille, afin de l'emmener vers la station orbitale. Et il y a ce moment poétique hallucinant que j'ai eu cette idée, c'est qu'il fout la fille derrière avec un système pour qu'elle puisse être tranquille sur le dos, et elle serre son grand-père par le cou. Et donc tu as la peau de bête qui couvre après l'ensemble. Et à un moment donné, comme elle n'est pas au courant, elle dit donc au chef de cette tribu, donc à son grand-père, elle dit mais t'es qui toi, je t'ai jamais vu et tout. Et le héros lui dit écoute, appelle-moi grand-père. Et ils partent comme ça, et elle est couverte avec la peau de bête, accrochée au cou d'un molosse, et il décide d'aller faire l'impossible pour la sauver. Donc voilà. Donc ça c'est une de mes multiples idées sur la filiation, la trinité, le triangle grand-père, père, fils ou fille. C'est un truc, voilà, c'est devenu une obsession. Et puis voilà. Et puis comme je l'ai dit, je crois dans une des vidéos, quand mon père est mort, j'ai eu des cauchemars, et j'ai très mal vécu la chose. Et j'ai eu l'idée d'un long métrage que je raconterai une autre fois, mais un long métrage qui correspond à ce que je ressentais à l'époque. Quand on m'annonçait au téléphone qu'il était mort, j'y croyais pas. Et dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font les médecins pour le ranimer? J'ai eu comme ça 2 jours où je croyais qu'il allait ressusciter. Et à l'époque, je me disais, putain, j'aurais tout donné pour trouver un sosie de mon père, pour juste le serrer dans mes bras. Donc voilà.
Donc voilà, en tout cas, ce que je voulais partager avec vous, c'est que pour tenir certaines épreuves de ma vie, j'utilise mon imaginaire, ma créativité pour créer des univers et pour pouvoir surmonter de grandes peines. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci à vous tous. Je vous aime. Salut.